Mais non. En plein écran, il n'est pas de le faire. Escape. Bon, je vous ai déjà fait un cours sur la nature humaine et sur ce que j'ai appelé les 8 expériences d'amour. Et je vous rappelle juste que dans ces 8 expériences d'amour, il y a principalement la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge du couple, l'âge mûr et la vieillesse, et qu'on a un peu tendance à oublier qu'il y a la vie intra-utérine. Et je vous avais expliqué dans des cours et dans la vidéo que, en fait, cette expérience de la vie intra-utérine, elle est fondamentale, puisque, comme on va essayer de le voir plus précisément, elle fonde une expérience, et cette expérience, elle va être modifiée en fonction de la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Elle va s'affronter, cette expérience de la vie intra-utérine, s'affronte dans la petite enfance, dans l'enfance et dans l'adolescence, un certain nombre de problèmes. Et dans cette vidéo et dans ces cours sur les 8 expériences d'amour, je vous disais que chaque étape de la vie, il faut qu'il y ait un amour vers lequel on va, et aller vers cet amour produit un apprentissage. Le plus simple à comprendre, c'est toujours le même, c'est celui de la petite enfance. Le petit enfant, parce qu'il est séparé de sa mère dans la naissance, va avoir comme besoin vital, j'ai dit vital, de se réunir à sa mère, et donc pour ça, il va apprendre à parler et à marcher. Et que tout au long de l'existence, il y a donc un amour vers lequel nous allons, et qui produit un apprentissage. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Mais je voudrais aborder un point de vue un peu différent et revenir sur la vie intra-utérine d'abord. Parce que c'est assez curieux que quand on dit quel âge vous avez, on parte de la naissance, alors que nous avons déjà 9 mois. Et qu'on devrait, si vraiment on était logique, dire nous avons notre âge plus 9 mois. On devrait rajouter 9 mois. Notre arrivée sur Terre, même si elle est dans le ventre de notre mère, notre incarnation commence dans l'embryologie, dès le début. Et donc c'est assez étonnant que ces 9 mois soient un petit peu laissés comme ça pour compte, alors que justement c'est une expérience fondamentale dans l'humain. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre cette expérience fondamentale? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intra-utérine? Et là, il faut interroger différentes sciences pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, ou tout au moins, peut-être pas comprendre, mais approcher ce qui se passe, parce que les moyens d'exploration ne sont pas si simples. Mais il y a d'abord ce que dit l'embryologie, par exemple. Très intéressant ce que dit l'embryologie. Ce que dit l'étude médicale, ce que dit la gynéco-obstétrique, de cette fusion mère-enfant, de cette symbiose, qu'on appelle la symbiose mère-enfant, qu'est la grossesse. On peut aussi regarder les choses selon le point de vue de la médecine classique, qui dit voilà comment est structuré le corps humain. Et en regardant comment est structuré le corps humain, on apprend beaucoup de choses sur la vie intra-utérine aussi. Et comment est structuré le psychisme humain, et on comprend aussi des choses sur la vie intra-utérine. On peut aussi étudier justement le psychisme humain à travers l'exploration des profondeurs du psychisme, et justement la naissance, ça fait partie des profondeurs, et que là aussi il y a un certain nombre d'auteurs qui ont dit des choses sur la naissance, sur la vie intra-utérine, sur la naissance et la vie intra-utérine, et que donc c'est intéressant de rechercher ce qui a pu être dit, ce qui a pu être découvert, pour comprendre la vie intra-utérine. Et puis, il y a un film dont je vous ai parlé, qui est le film qui s'appelle Le Monde selon bébé, qui résume la situation en 2005. Et plus dernièrement, il y a dans la revue Science et Avenir tout un travail qui a été fait par les neurosciences en particulier sur le bébé. Alors, à partir de donc toutes ces études, ce qu'en dit la science, est-ce qu'on peut commencer à se faire une idée de ce qui se passe dans la vie intra-utérine? Ben, je crois que oui, parce que finalement on retrouve des grandes composantes chez tous ces chercheurs. Et ce qui ressort un petit peu de toutes ces recherches, c'est que le fœtus vivrait dans une espèce d'intimité avec la vie qui le construit. C'est une intimité avec la vie qui le construit. Bien sûr, elle passe par sa mère, mais c'est plutôt perçu comme une intimité avec quelque chose de beaucoup plus vaste que sa mère. Comme si sa mère était la représentation de la vie à l'œuvre en train de le construire. C'est-à-dire qu'il vit dans une sorte de totalité où tous ses propres besoins ne sont même pas exprimés, même pas perçus, qu'ils sont déjà comblés par sa mère.
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une intelligence qui veille sur lui et qui fait que seconde après seconde, il y a quelque chose qui prévoit ce dont il va avoir besoin et qui va lui amener ce qu'il faut. Et donc il n'y a pas de besoin. Tout est comblé. C'est pour ça qu'on appelle ça la totalité, qui passe, et on peut le comprendre, par la biologie elle-même. Et on sait que justement, l'adaptation de la mère aux besoins de l'enfant est extrêmement précise, puisque en fécondation in vitro, on a beaucoup de mal à cultiver les embryons très longtemps, parce qu'il faut faire évoluer les milieux de culture, et on ne sait pas encore faire suffisamment longtemps pour cultiver plus de 5 jours les embryons. Il y a donc un amour prévenant, on va dire, qui veille sur cet enfant et sur sa construction. Alors, les mots qu'on a essayé d'approcher pour comprendre cette expérience, Delacue parle de la totalité. Moi, j'aime bien aussi le terme de chaleur amoureuse, ou alors celui de complétude. Voilà, quelque chose qui dit que voilà, il n'y a pas de manque, il n'y a rien. Ça permet d'approcher un peu ce vécu fondamental qui baigne le fœtus, et non seulement qui baigne son corps, mais aussi son esprit.